Eh bien, bonjour à tous Alors moi, et à toutes. Je vais le dire autrement. C'est Agour Deneri, Ongui et Tori, et bienvenue à cette première table ronde consacrée au national. Bon, alors j'espère que la guêpe qui est là va partir. Donc, on continue notre journée à Bunus avec notre table ronde sur les aides au logement. Pour en parler, on a la chance d'avoir avec nous tous les grands acteurs nationaux. Alors, je vais les appeler par ordre alphabétique. On va démarrer avec Benoît Cattel, directeur général du Crédit Foncier. Dominique Duban, président du réseau Batigère et vice-président de la Fédération des ESH, Entreprises sociales pour l'habitat. Alexandra François-Cuxac, présidente de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Marilia Mendes, coordinatrice du pôle habitat et cadre de vie de l'Union nationale des associations familiales. Et Michel Pellinck, directeur général de Solia. Alors, Michel Mouillard, juste avant, a évoqué le fait que la question de la remise en cause des aides au logement n'était pas récente. Effectivement, on n'était pas nés quand ça a été évoqué pour la première fois. Il n'empêche que tout récemment encore, le pognon de dingue a été évoqué et que plus récemment encore, il y a un rapport du comité d'action publique dont va s'inspirer Édouard Philippe qui remet en cause aussi l'efficience de ces aides au logement. Alors, on va demander à nos invités si, à leur avis, effectivement, le rapport coût-investissement des aides au logement vaut la peine ou pas. Alors, Alexandra François-Cuxac, on va démarrer avec vous. Dès que vous avez repris votre souffle, les aides au logement, est-ce qu'elles sont seulement une charge ou est-ce qu'elles ont une réelle utilité? Comment vous réagissez à tout ce qui se dit en ce moment sur la remise en cause du PTZ, du Pinel? Voilà, on va parler construction. Privé. Bonjour. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, c'était très dense, ces échanges ce matin. Donc, je vais essayer de ne pas redire des choses qui ont été formulées par certains intervenants et à lesquels je souscrivais pleinement. Rappeler peut-être que dans les derniers comptes du logement, à l'instar de ce que disait notre ami Michel tout à l'heure, les aides publiques représentaient quand même 41,9 milliards d'euros contre 42 milliards en 2016. C'est moins 0,3% d'aides publiques, alors que la fiscalité, elle a augmenté de 5,7% à 74 milliards d'euros. Donc c'était quand même important de le souligner. En ce qui concerne la demande qui s'adresse aux promoteurs privés, elle bénéficie largement d'aides publiques, on le sait. Les ventes au détail, c'est-à-dire l'accession locative, c'est le système du prêt à taux zéro, c'est aussi le dispositif Pinel, donc entre autres. En ce qui concerne nos ventes en bloc, puisque je rappelle que les promoteurs privés vendent près entre 30 et 40% de logements sociaux désormais, ces ventes en bloc, elles bénéficient également d'un certain nombre d'aides, c'est-à-dire pas d'IS, pas de TFPB, une TVA réduite, etc. Donc dans les faits, on constate qu'il y a peu de clients qui finalement ne sont pas aidés. On compte quelques investisseurs patrimoniaux, des secondo-accédants, et puis j'y reviendrai tout à l'heure peut-être quelques accédants, résidents secondo-accédants, et puis certaines personnes qui sont qualifiées de classe moyenne. Mais d'une manière générale, la plupart des clients qui s'adressent à nous sont aidés. Cette aide massive et ancienne, elle a plusieurs causes, et je souscris ce que disait Didier Ridoré ce matin sur ce thème-là. Pourquoi elle est massive et qu'elle est ancienne? C'est parce qu'elle remédie à des imperfections du marché qu'on est bien incapable collectivement jusqu'alors de résoudre. Je parle dans l'accession à la propriété des problèmes de solvabilité de nos clients, logement trop cher, le décalage entre la hausse des revenus, en tout cas entre l'évolution des prix et l'évolution des ressources des ménages. Et puis, une deuxième imperfection en ce qui concerne le locatif, c'est le problème de rentabilité, c'est-à-dire là aussi des logements qui sont trop chers, des revenus nets qui sont trop faibles, et une rentabilité de l'immobilier qui est inférieure à celle d'autres classes d'actifs. Et donc, pour ces raisons-là, l'aide à la pierre est forte et personne n'a finalement le courage ou l'audace d'imaginer un autre scénario. Donc, si l'État souhaite réduire ces aides, il va falloir qu'il cherche d'abord à résoudre les dysfonctionnements de ce marché.
résoudre le dysfonctionnement de ce marché au niveau de l'offre. C'est évidemment pesé, ça a été dit, sur la baisse des prix du logement, mais attention, parce que baisser les prix du logement, c'est aussi moins de ressources fiscales. Il faut en avoir conscience. Et en ce qui concerne la demande, c'est refonder la fiscalité du foncier, refonder la fiscalité de l'immobilier, de manière à ce que les investisseurs ne se reportent pas massivement vers d'autres formes d'épargne. On a donc vraiment besoin de conserver du locatif dans les zones tendues pour qu'on puisse aussi accompagner la mobilité croissante des clients. Donc, pour une première intervention, pour ne pas être trop longue, je dirais juste que pour résoudre ces dysfonctionnements, il faut prévoir un certain rythme, une méthode, et donc du temps, parce que ce sont des questions qui sont très profondes et très structurantes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ces aides sont inflationnistes ? Moi, je m'inscris plutôt dans l'analyse qu'a fait Michel Mouillard, ce ne sont pas des cycles qui sont là par l'opération du Saint-Esprit, tout simplement parce qu'on a décidé d'un dispositif d'aide ici ou là. On a des cycles profonds économiques qui sont liés à des choses qui ne sont pas liées à l'immobilier. Ça peut être une crise financière, c'est souvent des clauses exogènes, et donc forcément ceux qui nous gouvernent ont la responsabilité de mettre en place des plans de relance, dont l'immobilier, puisque c'est évidemment l'industrie immobilière, je rappelle, c'est 10% du PIB français, donc c'est absolument fondamental en termes d'emploi, et donc il est évident que notre secteur est mobilisé en permanence à chaque fois. Donc non, je ne pense pas que ce soit inflationniste, je dis simplement que je trouve l'exercice d'envisager un scénario différent très intéressant, en tout cas responsable, et que la force du collectif, ce qui a été dit ce matin, notamment par l'élu qui était là, Nathalie Moch, et la responsabilité qui peut être la nôtre de décloisonner nos débats entre les élus, les professionnels, opérateurs, les habitants, citoyens, les opérateurs, pour essayer ensemble, sans attendre forcément de l'État, une solution, un certain nombre de modèles différents qui pourraient générer un système où on se passerait d'un certain nombre d'aides. Mais si on se passe de ces aides-là, ça a été rappelé, le cataclysme sera de toute façon immédiatement lourd à assumer. On est passé de 70 000 logements investisseurs à 30 000 logements investisseurs quand on est passé du dispositif Cellier au dispositif Duflot. Donc on sait bien, en Angleterre, on nous raconterait pareil, on sait bien que c'est un traumatisme immédiatement. Donc il faut qu'on soit capable collectivement de dire, soit d'assumer d'abord une partie de ce cataclysme, soit de sortir en sifflet de ces mécanismes-là, de manière à ce que ce soit plus absorbable par la société française, par les opérateurs, les entreprises de France, pour notre système économique et pour les citoyens, parce qu'on produirait beaucoup moins, et donc économiquement, ce serait très très dur à assumer. Et ce serait dur aussi pour les promoteurs. Et les promoteurs étant un des maillons de la chaîne de cette industrie immobilière, hein, qui sont évidemment des producteurs. Ce que je pense, c'est qu'on pourrait envisager de s'en passer, encore une fois, si on sortait en sifflet doucement, moins brutalement. Mais je pense aussi qu'il faudrait un certain nombre de mécanismes qui permettraient au système de développer de nouveaux modèles qui ne soient pas aussi toxiques, s'il est considéré comme toxique, que celui qu'on a aujourd'hui. Ou en tout cas, si ce n'est pas toxique, si ce n'est sous perfusion. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on envisage des modèles de production et de consommation différents, de manière à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Et je crois profondément que la force du collectif pour imaginer d'autres manières de faire, et je prends l'exemple de ce qu'on a vu ce matin, par exemple, avec l'Office foncier solidaire, quelque chose d'extrêmement intéressant, qui donne des pistes sur la coproduction entre les acteurs sociaux, les acteurs privés, les banques, les élus locaux et collectivités. Très intéressant parce que c'est au service de prix qui doivent rester accessibles. Et comme on n'a pas de baguette magique les uns et les autres, on voit bien que c'est dans des mécanismes de montage et d'ingénierie pas si complexes que ça, notamment là, en l'occurrence, la dissociation du bâti et du foncier, mais on pourrait en imaginer plein d'autres au service des privats. Eh bien, je crois que c'est dans ces exemples-là que l'on peut imaginer ne pas reproduire le même système que nous avons reproduit pendant des années et des années. Ça veut dire aussi que les promoteurs ne vont pas dans une surenchère foncière comme ça se passe de plus en plus, et peut-être revoir les coûts de construction à la baisse, avec peut-être aussi une révision des marges des constructeurs. Moi, je crois que pour réguler un marché foncier qui appartient dans ce pays à des privés, qui sont des gens libres de leurs biens, et on voit bien que quand ils sont, quand ils font l'objet de préhension, du coup, la plupart du temps, ils ne vendent pas. Donc, ça n'est pas une solution, malheureusement, miracle non plus. Et je crois que c'est la force de prix de vente
j'allais dire, mécaniquement plafonnés, Maîtriser, qui oui. puissent nous permettre d'agir sur le foncier et de le réguler. Je prends un exemple simple d'une proposition qu'a faite la Fédération des promoteurs immobiliers déjà l'an passé dans le précédent PLF et qu'on va représenter cette année avec force et vigueur et conviction. C'est par exemple le fait de dire, aujourd'hui, les classes moyennes dont on parle et qui sont des personnes comme les autres, qui ont quand même le droit de se loger comme les autres, aujourd'hui sont stigmatisées avec un taux TVA à 20%, ce sont les seuls. Je rappelle que dans le social, on est à 10. Je rappelle que les investisseurs locatifs sont aidés avec le Pinel, leur réduction de TVA. Enfin, tout le monde est à peu près aidé, sauf l'idiot là, qui vient acheter son appartement et qui a droit à rien. Mais enfin, c'est quand même près de 40% de la population française. Donc, il y a un sujet, et peut-être que l'État, en agissant sur le premier ingrédient du prix de vente d'un logement, qui est quand même la fiscalité, je rappelle, c'est 27%, c'est un record de France en Europe, c'est un record d'Europe, pardon, en France, 27% de fiscalité dans un logement, c'est quand même le premier poste sur lequel on pourrait agir, et qui est finalement pas si compliqué que ça à régler. En tout cas, moins compliqué que nos coûts de travaux, nos coûts de foncier ou nos sujets de taux d'intérêt. Donc, si on agissait sur la TVA, on pourrait facilement demander en contrepartie aux opérateurs, à la collectivité, d'être raisonnable en prix de vente avec un certain nombre de conditions, de plafonner les prix à un prix qui correspond à un prix jugé comme accessible. Aujourd'hui, c'est fait, mais c'est fait d'une manière complètement anarchique. C'est-à-dire que chaque élu confronté à ce sujet, qui a envie de résoudre son problème, et il a raison de le fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que dans les PLU, aujourd'hui, on voit poindre un certain nombre de prix qui sont plafonnés pour l'accession maîtrisée. Alors ici à 3 000, ici à 3 000, de tout l'idée qu'on se fait de la solvabilité de sa population, parce que tout ça est bien normalement territorialisé, mais avec un certain nombre d'imperfections, et notamment, par exemple, l'absence de clauses antispéculatives, un certain nombre de choses, qui fait que le mécanisme est tellement important, tellement structurant, tellement décisif, qu'il ne peut pas être laissé à la main du seul élu, qui va de toute façon s'exposer, notamment juridiquement, et c'est pas normal. Donc je crois qu'au plus haut niveau de l'État, il faut que ce sujet soit pris en main courageusement, et les opérateurs, à partir du moment où il y a une fiscalité majorée, diminuée, participeront à l'effort de guerre, si j'ose dire. S'il y a 3 mesures à prendre vite pour donner du sens à tout ça et restructurer un peu... J'ai 25 ans de promotion derrière moi, donc j'ai perdu mon angévisme, mais je pense que ce serait, si l'État a effectivement la volonté, comme je le ressens et comme on le ressent tous, de diminuer ces aides à la pierre, qu'elle le fasse d'abord d'une manière concertée avec l'ensemble de la force du collectif qu'elle a la chance d'avoir en face d'elle, c'est-à-dire des professions très structurées et très responsables, qu'elle le fasse donc en concertation, qu'elle le fasse en définissant une vision de là où on va. Où allons-nous? Comme ça, la décision restera celle de l'État, mais la construction de la décision sera collective. Et ensuite, qu'on le fasse avec une méthode connue de tout le monde, partagée, et qu'on sera à ce moment-là légitimé à suivre. Voilà ce que je peux espérer. Bon, que Bercy aussi entre dans votre mode de concertation. Parce que c'est quand même là que se joue tout. Oui, et la concertation du monde professionnel, aujourd'hui, elle reste encore à organiser, si j'ose Mmh. dire, parce qu'elle n'est pas parfaite, loin de là. Et je pense qu'il faut sortir un peu des logiques d'opposition dans lesquelles le fonctionnement de nos démocraties nous met, pour essayer, nous, d'inventer un nouveau mode de participation plus apaisé, plus décloisonné, et peut-être faire un peu consensus entre nous pour aller porter des décisions qui soient déjà des décisions un peu travaillées, un peu construites, et que ce ne soit pas le plus petit dénominateur commun, mais au contraire une force de conviction qu'on est tout à fait les uns et les autres capables de porter, parce que quand on se parle entre nous, on est déjà d'accord sur beaucoup de choses. Benoît Cattel, en tant qu'établissement spécialiste de la distribution d'aide à l'accession, est-ce que vous partagez l'analyse d'Alexandra François-Cuxac? Oui, bonjour. Alors bien sûr, on s'inscrit en fait dans des métiers qui sont chaînés. Pour ma part, en tant qu'établissement prêteur, je me concentre, quand je regarde le système des aides,
sur ce qui va favoriser soit le financement de l'opération, soit le financement de l'accession, qui sont les deux volets en fait qui vont permettre d'aider à la construction et donc après à l'utilisation de cette construction. Le système des aides, et Michel l'a rappelé, c'est vraiment des couches successives mais constantes. Alors avec des hauts et des bas, avec des fluctuations, avec des noms marquants. Michel a cité le nom de Eugène Claudius-Petit. En 1950, il a quand même réussi, et le Crédit Foncier, je veux dire, a été un des promoteurs à favoriser une distribution de prêts très longs et de prêts qui étaient aidés pour la construction. Il y a eu des étapes en 1953 avec Pierre Courant, création du 1% en logement, l'épargne construction, qui est un mélange de financement futur et d'épargne immédiate. Et puis peu à peu, les modalités ont évolué. Je parle là encore en tant que sur la sphère financière, avec les aides qui sont passées, alors c'était plutôt sous l'ère de Raymond Barre, qui sont passées sur des aides à l'accession. Les produits ont aussi évolué, le PASS, il y a eu les prêts conventionnés, le PAP, le PASS, enfin tous ces noms évoquent bien des choses dans notre histoire. Et on voit donc que dans le logement, le logement en fait est imbriqué avec des systèmes d'aide, et c'est vrai aussi dans le financement. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans ces modulations, donc il y avait évidemment l'aide au financement du logement social, puis le marché libre, et peu à peu, on a créé ce que nous, on appelle la capacité à créer une sorte d'intermédiaire, c'est-à-dire comment faire pour accéder à la propriété, qui est un passage d'un parcours, mais qui est aussi un passage dans une vie, dans la vie de tout à chacun. Oui, j'ajoute que on ne voit pas non plus dans les statistiques françaises, quand on interroge même les jeunes, le fait que nous, on ne veut plus être propriétaire. Parfois, on entend parler de ça, il y a des nouveaux modes de consommation du logement, etc. C'est vrai. Mais quand on dit « est-ce que vous voulez ?» au final, ça reste quand même quelque chose. Donc, la construction des parcours et les rendre possibles, je pense que c'est aussi dans les politiques publiques quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et si j'ai le temps, j'y reviendrai. Voilà, et puis on a aujourd'hui, au-delà des phénomènes des aides, une grande chance, et comme on est à peu près au bout de ce qui peut être fait, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt, on a plutôt des hausses de taux d'intérêt devant nous. Et une des grandes aides massives, ça a été la baisse des taux d'intérêt. Je ne suis pour rien, c'est les banques centrales, oui, c'est la diminution de l'inflation, etc. Mais cette aide-là, c'est 30% de capacité d'emprunt en plus sur les 8 dernières années. Alors évidemment, si les taux repartaient à la hausse, c'est l'inverse. Alors le prix du logement augmentait en même temps, mais voilà. Donc, premier point, oui, c'est des dispositifs qui ont vraiment créé des choses, et qui créent des choses, et qui parlent aux gens dans leur vie au quotidien. Et quand on prête à quelqu'un, évidemment, le système d'aide permet, et c'est dans les forces et les faiblesses, je crois que c'était un des sujets aussi qu'on devait essayer d'aborder, il y a quand même des grandes forces au système d'aide. Alors, c'est quoi ces grandes forces ? Voilà, alors moi, je vais prendre on a parlé du PTZ, mais il y a l'année dernière, c'est pas très long, il y avait l'APL accession. Donc on voit bien que ces mécanismes-là, c'est les mécanismes qui permettent de déclencher l'opération, parce qu'elles rendent solvable. Moi, je suis en microéconomie, je prête à monsieur, à madame, je ne fais pas de macroéconomie, mais quand je prends une décision de crédit, c'est par rapport à une capacité de remboursement. Donc, quelle sera la capacité du ménage que j'ai en face de moi à rembourser son crédit? Parce que sinon, ça ne sert à rien de lui faire un crédit et après lui saisir son bien. Ce n'est pas très agréable comme opération. Donc, les intérêts, le premier jour, sont alignés. La personne souhaite emprunter pour réaliser son opération et moi, je souhaite prêter et qu'il me rembourse. Donc, l'alignement étant parfait, on va regarder si la capacité est remboursée. Et là, les mécanismes d'aide, ça se joue parfois à 10 € près. Je comprends le débat sur les 5 € de l'APL, je vais comprendre partout. Mais quand on est banquier et qu'on a une mensualité de 100, ou de 200 € qui est finançable, compte tenu des revenus de l'acquéreur, évidemment, si c'est 190, c'est plus 200. Et à la fin, ça conduit à quelque chose qui est remboursé ou qui n'est pas remboursé. Et si on a la conviction que ce ne sera pas remboursé ou que ce n'est pas crédible de le rembourser, à ce moment-là, on ne prête pas. Et l'opération ne se fait pas. Et on voit bien, et si j'ai le temps, j'en parlerai aussi, je ne peux pas être trop long, mais que quand les dispositifs d'aide sont modifiés, sur un plan microéconomique, des opérations ne se font plus. Justement, Michel, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Voilà, et donc Michel l'évoquait tout à l'heure, et ben oui, il y a des cycles aussi dans lesquels une impulsion d'aide fait démarrer le marché et une restriction d'aide fait décliner le marché.
Dans les forces, je crois que c'est des mécanismes aussi qui sont sécurisants. L'APL accession, je ne parle pas là pour ceux qui était un mécanisme extrêmement sécurisant parce que ça dépendait de vos revenus. Si vos revenus baissaient, l'APL venait complémenter vos revenus et donc permettre le remboursement. Donc évidemment, un prêteur, c'est important, mais aussi pour un acquéreur qui souhaite rester où il était. C'était quoi, 40 000 APL accession? C'était 50 000 par ménages qui accédaient à la propriété, parce que c'était l'acte déclencheur. C'était, vous n'êtes plus locataire, mais vous devenez propriétaire. C'est les dispositifs d'incitation, en mécanisme déclencheur, mais Alexandra connaît ça mieux que moi. C'est aussi des mécanismes équilibrants dans le logement social. Pour financer, il faut des fonds propres dans une opération de logement. Bon. La deuxième grande force, c'est que c'est aussi des outils d'incitation des politiques publiques. Évidemment, on voit bien le soutien au bâtiment, la relance, l'aménagement des territoires, etc. Donc derrière les aides, il y a l'aspect financier, et puis il y a beaucoup d'autres aspects qui ont été aussi évoqués ce matin. Les grandes faiblesses telles qu'on les évoque, moi j'en ai retenu 3. La première, c'est que ça coûte cher. Michel a montré la relativité des choses. Et puis Alexandra a mentionné à juste titre que construire, c'est pas qu'un coût, c'est aussi un revenu pour l'État. C'est de l'emploi, c'est... Exactement, c'est de la TVA, c'est de la fiscalité. Et quand on regarde la balance des comptes du logement, elle n'est pas aussi déficitaire, elle est même excédentaire, elle est largement excédentaire. Le deuxième, on parle souvent d'effet d'aubaine par rapport aux aides. Par exemple, on dit l'APL accession ou le PTZ crée des effets d'aubaine. C'est-à-dire, en fait, les gens n'en ont pas besoin, ils feraient quand même l'opération. C'est certainement vrai pour partie des opérations, mais c'est très faux. C'est combien? C'est difficile, je vais le faire à l'envers. Je sais que c'est faux dans toutes les opérations qui ne se font pas quand on baisse le droit au PTZ. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là, puisque le PTZ, zone B2C, je ne rentre pas dans les détails, il a été diminué de 20%. Il va y avoir cette année, on estime, environ 30 000 PTZ en moins par rapport à l'année dernière. Donc 30 000 opérations d'accession, plutôt dans le neuf d'ailleurs, un peu dans l'ancien, mais plutôt dans le neuf qui ne se feront pas. Et donc 30 000 ou 20 000 constructions, je vais mettre 2 tiers là-dessus, 2 tiers de constructions qui ne se feront pas. Demandez aujourd'hui aux constructeurs de maisons individuelles quelle est la façon dont leur carnet de commandes est en train de se garnir, et vous verrez que ce sont des opérations qui ne se font pas. Eux, c'est net, l'APL accession, c'était une majorité de... Donc l'effet d'aubaine, c'est de dire, attention, quand on le supprime, ça s'arrête, donc l'effet d'aubaine il est tout à fait relatif, parce que si c'est un effet d'aubaine, ça continuerait. On comprend aussi intuitivement qu'un ménage qui souhaite acheter une maison avec 2 chambres et une salle de bain, si on lui enlève le PTZ, par exemple, qui le rend moins solvable, il n'a plus qu'une maison avec une chambre et une salle de bain. Et à ce moment-là, l'opération ne se fait pas. C'est donc un effet couperet, je veux dire plutôt comme ça. Donc il doit y avoir une partie d'effet d'aubaine, mais de manière certaine et prouvée, il y a l'effet couperet que j'évoque. On dit aussi que ces mesures, je parle du financement toujours, ce sont des mesures qui peuvent être inflationnistes. Moi, j'ai beau lire tous les rapports, j'en ai pas trouvé un qui soit probant. J'en ai même trouvé dans l'autre sens. Le FGAS qui gère le PTZ, la garantie sur le PTZ, a clairement écrit et montré que ce n'était pas inflationniste. D'ailleurs, c'est assez intuitif avec l'argument précédent, c'est de dire en fait quand l'aide s'arrête, les opérations ne se font pas, en quoi ce serait inflationniste? C'est plutôt déflationniste. On voit dans les zones aujourd'hui, dans l'évolution des prix d'un certain nombre de villes où le PTZ a été réduit, les prix baissaient. Donc, je veux dire, c'est plutôt déflationniste quand on arrête. Mais à Paris, vous pouvez arrêter le PTZ, les prix ne vont pas baisser. Et est-ce que c'est les PTZ qui fait monter le prix? En fait, non, parce qu'on voit que les primo-accessions à Paris avec un PTZ, il y en a finalement très peu, parce que de toute façon, les prix sont tels qu'on n'arrive pas à solvabiliser un ménage qui aurait 3 000 euros de revenus. Voilà. Donc moi, en tout cas, force-faiblesse, j'ai une vision un petit peu déséquilibrée des choses sur le domaine dont je me préoccupe le plus particulièrement. Ce matin, il y a un intervenant qui disait que le marché était shooté aux aides. Je ne sais plus très bien qui, mais qui parlait de toxico. Est-ce qu'il y a un côté addictif? Moi, je crois que le logement, c'est un bien un peu particulier. Ça a été dit ce matin. D'abord, on a tous besoin de se loger. Être SDF, c'est pas très agréable, me semble-t-il. Donc, comme c'est un des besoins, fondamentaux, on ne peut pas le considérer non plus comme un bien qui va s'auto-réguler et s'auto-mettre en œuvre seul. Et donc, l'intervention de la puissance publique, elle est légitime. Et je pense qu'elle est aussi nécessaire. Si je vais le prendre à l'envers, si aujourd'hui le droit d'accéder à la propriété,
Après tout, ça pourrait être un droit. On pourrait se dire, bah oui, on a le droit d'accéder à la propriété. Si on regarde ce qui est en train de se passer, les jeunes, les tranches d'âge 25-30 ans, actuels, sont moins propriétaires que ne l'était la génération des 10 ans d'avant ou la génération des 20 ans précédemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de bâtir un système. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a plein de personnes de jeunes qui sont déjà exclus. Quand vous êtes dans le logement social, pour devenir propriétaire, on peut vendre des logements sociaux. Il faut encore avoir des gens qui puissent les acheter. Et ce serait intéressant de regarder quel est le dispositif pour aider à acquérir des logements sociaux, non pas par le vendeur, mais par les acquéreurs, au-delà du prix et au-delà de la spéculation que ça peut générer. Bon. Sans être trop long, en tout cas, on voit bien que peu à peu en France, c'est en train de se mettre un système dans lequel les plus jeunes sont exclus du droit à la propriété. Alors, sauf à être dans des familles qui elles-mêmes sont déjà largement propriétaires. Mais c'est vraiment en train de se créer là maintenant. Ça va de pair avec les questions qu'on se pose sur la retraite d'ailleurs, parce que la propriété, la retraite, les jeunes, comment sera la retraite quand ils seront vieux, tous ces sujets sont extrêmement imbriqués. Donc moi, je ne sais pas bien s'il ne faut pas d'aide, je ne sais pas s'il y a trop d'aide, mais je sais que naturellement, les choses ne se régulent pas. Et qu'on a intérêt aussi, en tout terme de choix sociétal, se dire finalement, mais je dépasse un peu là mon rôle de financeur, c'est est-ce qu'on dit en fait la propriété est un frein à la mobilité? Par exemple, j'entends ça en ce moment. Je ne suis pas sûr que les gens dans le logement social soient très mobiles. On associe non-mobilité et chômage, en fait. C'est ça l'idée qu'il y a un peu derrière. Moi je n'ai pas de preuve comme quoi la propriété entraîne le chômage ou a des incidences sur le chômage. Ou que quelqu'un qui est au chômage, comme il est propriétaire, ne va pas bouger. Je vois des gens dans le logement social qui ne bougent pas et qui sont chômeurs. Je vois des pays comme, je crois que c'est la Suède, dans lequel il y a peu de chômage et beaucoup de propriétaires, et qui bougent beaucoup. Je vois qu'en France, les droits de mutation sont très élevés et franchement, acheter et 2 ans après devoir bouger, vous payez les droits de mutation et vous faites une moins-value forcée. Donc je vois d'autres leviers aussi et finalement d'optimisme en disant que oui, il faut certainement réguler l'argent qui est donné, mais il faut aussi regarder comment on utilise l'argent qui est prélevé. Sur écoutez, tout à l'heure, on pensait qu'il faut vous poussez plus d'aide pour les jeunes. Oui, je pense que c'est des choix de société. Au bout du bout, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut orienter. Alors moi, je dis les jeunes, mais je ne fais pas de jeunisme. Je dis simplement un équilibre de société. C'est un équilibre dans lesquels les jeunes rentrent sur un marché de l'emploi, peuvent avoir des salaires. Qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui sont aujourd'hui en CDI, tous les jeunes qui rentrent sur des contrats qui sont, entre guillemets, précaires? Je ne sais pas le bon mot utilisé, il ne me vient pas. Les banques ne les financent pas, je ne les finance pas, parce que je ne sais pas comment ils vont pouvoir rembourser. Et Alexandra, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. En entendant Benoît, je me dis qu'il faut quand même aussi qu'on précise que intervenir sur le marché par les aides au logement, c'est quand même un moyen pour l'État d'orienter la production. Et ça, si demain il s'en passait, ce serait quand même un pan entier de nos habitudes qui disparaîtraient. Quelques exemples très concrets. Freiner la consommation d'espace en limitant l'étalement urbain, c'est bien l'objet d'arrêter le prêt à taux zéro dans 2 ans sur l'individuel en zone B2 et C. C'est bien la volonté de stopper l'étalement urbain, c'est bien la volonté. Mais au passage, comme l'aide, elle est, peu fine, on stoppe en même temps le collectif. Donc voilà quelque chose dont on va se passer et qui, à mon avis, va manquer. C'est aussi, par exemple, d'orienter les aides en rénovant les bâtis dégradés. Il n'y a plus d'aide. Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtis dégradés qui, aujourd'hui, quand même, fonctionnent grâce à ça? C'est aussi un moyen d'aménager le territoire différemment. On parlait d'Action Cœur de Ville. Aller aménager notre territoire parce que nos côtes sont saturées ou à protéger et parce que nos métropoles sont complètement saturées, congestionnées, aménager l'intérieur du territoire, ça ne va pas se faire tout seul. Ou en tout cas, il ne faut pas que ça se fasse de manière hiérarchique. Donc les aides sont aussi un moyen d'orienter la production des opérateurs vers telle ou telle priorité. On en revient à la vision politique. Et est-ce que c'est à l'État de choisir, ou est-ce que c'est pas plutôt de réfléchir avec les collectivités locales et de laisser la marge de manœuvre avec les collectivités tout à l'heure, connaissent mieux leur doit être le diagnostic, il n'est pas et la décision collectivité, c'est la force du collectif qui doit permettre de d'éclairer, d'apporter un diagnostic, un consensus, et ensuite à l'État de prendre ses décisions. Et d'assurer la définition finale de la vision et de l'objectif commun.
On va passer maintenant au logement social avec Dominique Duban. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la Fédération des ESH, des entreprises sociales pour l'habitat. Alors, en quoi est-ce que les aides au logement, elles sont vitales pour le logement social ? Je ne vais pas redire. Je crois que c'est important effectivement d'avoir conscience qu'au même titre que la santé, au même titre que l'éducation, le logement fait partie des piliers républicains. En tout cas, je pense qu'il est partagé par un grand nombre de nos concitoyens et beaucoup de personnes ici, et qui fait le fondement de la République. Et on ne se pose pas de question s'il faut mettre de l'argent public dans la santé ou dans l'éducation. Donc, mettre de l'argent public, avoir des politiques publiques et qu'il y ait effectivement de l'argent public qui permette d'orienter et de satisfaire des ambitions politiques de ce niveau-là, ça me paraît être un débat qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, si on croit à la République et à l'évolution de notre société. Néanmoins, Michel Mouillard le rappelait, je veux dire, il y a eu des cycles dans le logement social, sans remonter effectivement aux périodes entre les deux guerres, qui était une période un peu de construction particulière, mais la grande époque de construction des années 50, et qui effectivement n'a pas démarré juste après la guerre, qui a démarré plutôt avec le 1%, enfin au milieu des années 50, dans le logement, donc dans les périodes des années 60 jusqu'à peu près au milieu des années 70 ou deuxième moitié des années 70, où il y a eu une construction massive qui a aboutit à ce qu'aujourd'hui, le logement social représente à peu près 4 500 000 logements, si on arrondit, et qui, évidemment, est une grande force parce qu'il représente un parc de logements à loyer modéré qui a une influence sur, globalement, le loyer du logement libre. Parce que vous avez un phénomène d'un parc significatif qui apporte une offre de logement significative à des prix réglementés. Ça me paraît très important. Alors, la deuxième phase, après, c'est plutôt à partir du milieu des années 70, où il y a eu effectivement, alors peut-être un moins grand besoin de logements sociaux quantitatifs et un basculement plutôt des aides à la pierre, ce qu'on appelait, et qui a servi à faire toutes les UP, si on veut simplifier, un basculement vers les aides à la personne avec l'APL. Alors, sur effectivement des analyses et des rapports qui étaient sur un modèle économique de la fin des années 70 où, grosso modo, on considérait qu'il y aurait autant de gens qui sortiraient de l'APL que ceux qui y rentreraient. Bon, effectivement, les crises économiques, enfin je ne sais pas si on peut appeler crise économique, en tout cas l'évolution économique. La fin des 30 Glorieuses. Oui, la fin des 30 Glorieuses, enfin. L'évolution économique en France et donc a un peu changé cette vision du modèle économique, et on arrive aujourd'hui effectivement à ce que l'APL a pris un poids important, très important. Je ne dis pas qu'il est trop important, il est très important, et ça on ne peut pas le nier, c'est 18 milliards à peu près par an. Ce matin, il était dit que ça ne bénéficiait pas au parc privé, si, il y a à peu près de 10 milliards de l'APL qui va vers le parc privé et à peu près 8 milliards vers le logement social. Donc l'APL sert bien l'ensemble des locataires qui sont logés à la fois dans le parc social et dans le parc privé. Donc il y a eu ce basculement, et avec effectivement des aides à la pierre qui ont grandement diminué de la part de l'État. Alors, on dit les aides à la pierre directes, mais il reste un certain nombre de dispositifs fiscaux, de dégrèvement de TFPB, de TVA, vous le citiez, à 10% pour la construction neuve et les réhabilitations. Et donc, d'ailleurs, qu'il faut toujours rappeler, parce que ça peut passer peut-être un petit peu on va en parler avec discrètement Michel Pelin, disparaître, alors que ça a un impact fondamental sur l'équilibre des opérations et le montage de ces opérations. Donc, moi, j'essaie d'être toujours pragmatique. Effectivement, il y a des choses qui peuvent être améliorées, qui doivent être améliorées, parce que le contexte a changé. Néanmoins, globalement, aujourd'hui, la situation qui fonctionne avec des aides me paraît indispensable si on veut continuer à produire du logement social et à le rénover. Et là, on a un chapitre qui, à mon avis, n'est pas suffisamment mis en avant, parce que, en gros, le parc en France de logements, j'ai peut-être pas les chiffres exacts, mais c'est 26 millions, oui. 26 millions de logements. On en construit bon an mal an 300 000, donc on voit bien que
les échelles ne sont pas du tout les mêmes et que, effectivement, les opérations de cœur de ville et ce qui rejoignent les politiques d'aménagement du territoire. Donc on voit bien que tout ça est chaîné, nécessite effectivement qu'on fasse bouger peut-être les systèmes d'aide en eux-mêmes pour les orienter, et ça c'est de la politique, des orientations politiques, pour les orienter vers d'autres peut-être segments, parce que le poids, l'existence d'un parc de logement social qui existe aujourd'hui peut permettre peut-être de baisser certaines aides directes dans le logement social, mais ça serait au profit d'autres secteurs d'activité, comme notamment la rénovation. Et ce qui me semble, moi, important aussi, parce que le basculement vers l'APL et puis les lois de décentralisation ont fait basculer aussi les responsabilités de l'État beaucoup plus vers les collectivités locales. Et là, il me semble aussi que, et là ça rejoint un certain nombre d'interventions, c'est que le logement, alors on parle du logement social, du logement privé, mais tout ça, c'est de la segmentation, je dirais, théorique, ou en tout cas d'analyse technique, mais n'empêche que tout ça doit être effectivement chaîné dans une politique de territoire. Et c'est faire certainement vers les territoires. Alors, sur quelle dimension on parle d'un territoire? On va lancer le débat. Selon les régions et selon les contextes, on voit bien que ça n'est pas la même chose. Mais justement, laissons, je dirais, d'un point de vue décentralisé et d'un point de vue territorialisé, le soin de définir les bassins de vie, là où se fait le fonctionnement économique, et que l'on y mette autour de la table, effectivement, tous les intervenants alors, ce n'est même pas de l'acte de construire, c'est de l'acte d'habitat, et notamment le problème du foncier qui est un des sujets majeurs des aides au logement, et y compris au logement social. Parce que on a, alors là aussi, un peu abandonné, ou en tout cas les lois de décentralisation ont fait que les politiques foncières très anticipatrices de réserves foncières ont été abandonnées depuis à peu près les années 70, parce qu'on a dit les UP c'était nul, donc on ne fait plus de politique foncière, de grandes réserves foncières. La première partie de la remarque est peut-être vraie, ça n'empêchait pas de continuer à faire des réserves foncières. Et en tout cas, la maîtrise foncière, et comme pour le logement locatif, de dire qu'il y a une partie du foncier, du marché du foncier, qui est mise sur le marché à prix régulé ou à prix maîtrisé, influe forcément sur le reste du prix du foncier. Parce que, là aussi, si c'est significatif, si vous avez sur des agglomérations 25-30% du foncier qui est mis sur le marché par des acteurs publics dans lesquels, effectivement, les prix sont tirés vers le bas, eh bien, ça influencera forcément le marché libre du foncier à côté. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut retrouver... Alors, là aussi, on n'est pas sur les échelles de temps de l'année. C'est ça la grande difficulté. C'est que ce n'est pas des politiques foncières qui vont donner des résultats en 2019, voire en 2020. Donc il faut de la continuité. Et puis ce qui est effectivement le plus difficile à encaisser, et dans le logement social, on en sait quelque chose depuis un an, c'est effectivement le côté abrupt de décisions qui sont prises sans concertation pour le coup, et qui ont des effets... Alors, des fois insoupçonnés, ou en tout cas c'est un débat, non, il n'y aura pas d'effet, s'il y aura des effets, et puis on se retrouve effectivement quelques mois après à avoir des conséquences, parce que tout ça est brutal et met en route des mécanismes, je dirais, psychologiques, de raidissement, de peur, alors qu'effectivement, globalement, l'immobilier, que ce soit la fabrication du foncier jusqu'à la livraison, a besoin, pas forcément de stabilité et d'être immobile, mais que l'on fasse les choses en sifflet, justement, avec une vision de là où on veut aller, qu'elle soit impulsée par les responsables politiques qui ont la légitimité, c'est tout à fait normal. Simplement, il faut qu'elle soit concertée dans la mise en œuvre, et de manière à ce qu'elle produise effectivement les effets qui sont attendus, pour lesquels le pouvoir politique a toute légitimité pour imposer des objectifs qui peuvent paraître, peut-être pas être les nôtres tout de suite, mais en tout cas de pouvoir y aller sur un chemin qui soit réaliste et qui ne déstabilise pas l'ensemble du dispositif. Qu'est-ce que vous redoutez aujourd'hui ? Ce
que l'on redoute, c'est il y a deux Le choses. PLF hein. 2019 Il y a déjà... et les annonces du PLF 2019 avec... Oui, ce qui est annoncé, c'est que l'APL ne devrait être revalorisée que de 0,3%, alors qu'on sait qu'on est plutôt sur un rythme d'inflation de 1,6, 1,8. Donc là aussi, après le gel de l'APL, enfin plus que le gel de l'APL, la baisse de l'APL de l'année dernière, le transfert massif de la contribution de l'APL par les organismes de logements sociaux qui forcément impactent. Alors, il y a plus ou moins, chaque gouvernance d'organisme a évidemment, chaque conseil d'administration prend ses responsabilités. Ce qui est certain, c'est que tous les organismes passent beaucoup de temps et d'énergie aujourd'hui à se reprojeter à 5 ans ou 10 ans pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors après, avec des sorties qui sont plus ou moins, avec des conséquences plus ou moins importantes, mais ça veut dire qu'il y a eu forcément un retrait de prise de décision immédiate, qui ne se sentent pas trop sur les mises en chantier. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres, parce que les opérations étaient parties, et donc on ne va pas arrêter une mise en chantier qui était prévue, même après les annonces du gouvernement. Ça serait pas Mais sur les demandes légitime. d'agrément, oui. Par contre, les demandes d'agrément, et même les nouveaux projets, les réserves foncières, enfin, quand vous cassez une dynamique, c'est toujours très compliqué de recréer à nouveau un moteur qui fasse repartir. On a entendu parler de baisse de 30% des demandes d'agrément. Oui, alors... Là-dessus, on va peut-être attendre l'automne parce qu'il peut y avoir c'est des répercussions en chaîne, parce qu'on sait bien que même si on est un peu en silo, la promotion est beaucoup liée aussi à la production du logement social, de par déjà les politiques des collectivités locales qui souvent lient en termes de mixité sociale les opérations. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène un peu domino qui n'est pas terminé. Donc il y aura un creux, ça c'est certain. Est-ce que c'est un creux qui va continuer, est-ce que c'est une pente qui va continuer à descendre, ou est-ce que ça sera simplement un creux? Là, honnêtement, je ne sais pas. Avec un phénomène connexe, celui des municipales, qui semble déjà avoir des effets bien avant. Ça, c'est un cycle qu'on a... Ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, mais enfin, le cycle des municipales, je dirais qu'il était classique, on le connaît. Oui, qui est ressenti 2 ans à l'avance, apparemment. Oui, bon, c'est assez récurrent, prévisible. Mais c'est plutôt la capacité à long terme de s'engager dans des opérations, et donc notamment sur des opérations foncières. Je voudrais peut-être terminer, pour ne pas être trop long, sur effectivement la nécessité. Alors, si on dit... évidemment, on ne peut pas tout faire, mais en termes de réorientation, c'est sur le parc existant. Alors, il y a eu des choses très importantes de mise en place avec le programme de rénovation urbaine qu'avait initié Jean-Louis Borloo, avec le nouveau programme maintenant. Je dirais que ça, il y a des aides effectivement importantes. Simplement sur les villes moyennes. Et quand on dit ville moyenne, on parle de villes de 100 000 habitants. C'est pas la ville de 15 000, même si elles sont aussi concernées. Mais on voit bien que la métropolisation est un vrai sujet d'aménagement du territoire, et que pour garder des entreprises ou pour en attirer, les villes moyennes, grandes moyennes, ont besoin d'avoir une qualité de logement importante. Et on a dans ces villes des parcs vacants très importants, avec toute la problématique du commerce également de centre-ville. Et là, je crois qu'il y a véritablement... Je compare ça un petit peu aux mêmes ambitions que l'ANRU, d'avoir effectivement des programmes de revitalisation du centre-ville, commercial et des habitants, parce que les centres commerciaux extérieurs, ils existent. Vous n'allez pas dire aux gens, vous allez arrêter d'aller chez Decathlon ou autre, ça n'a pas de sens. Ou chez Auchan. Ou chez Auchan. Simplement, si vous voulez ramener du commerce en centre-ville, il faut qu'il y ait des gens qui habitent en centre-ville, pour au moins qu'il y ait une animation de centre-ville qui soit faite par les habitants du centre-ville. Et aujourd'hui, ce qu'on constate beaucoup dans les villes, c'est que les rez-de-chaussée commerçants ont déjà du mal à se maintenir, et souvent tous les étages sont vides pour des tas de raisons. Et donc là, il y a un effort énorme à faire, et qui, évidemment, doit intéresser les bailleurs sociaux, peut intéresser les promoteurs, dans une politique, justement, de collectivité locale. Mais je crois que c'est un des enjeux dont on ne parle pas beaucoup. On a beaucoup parlé du neuf, on a beaucoup parlé de la rénovation urbaine des grands quartiers depuis une dizaine d'années. Mais ce sujet-là, je trouve que c'est un sujet sur lequel les politiques publiques devraient s'y intéresser et apporter des moyens, évidemment. Alors peut-être
en réorientant d'autres aides. C'est justement, ça me permet une transition rêvée vers Michel Polin, qui est directeur général de Solia, puisque la rénovation énergétique, c'est votre sujet. Ce parc social de fait, c'est aussi passoires thermiques qui existent dans les centres-villes et qu'il faudrait rénover. Les aides qui existent actuellement sont-elles pertinentes? Et puis, qu'est-ce qui manque? Oui, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on s'intéresse aux 4 premiers déciles de revenus des personnes, c'est-à-dire en grande partie des gens qui sont au seuil de pauvreté. Et on comprend bien quelqu'un qui a 900 €, 1200 pour 2 personnes, s'il veut faire des travaux, s'il n'y a pas d'aide, je ne vois pas bien comment il les fera. Oui. Donc déjà, à la base, il faut des aides. Alors après, ça dépend on peut discuter des curseurs, du type d'aide, etc. Ce que je voudrais peut-être juste démontrer assez rapidement, c'est, vous savez, on a une grande loi qui a été votée en 2015, qui est la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et cette loi fixe des objectifs très précis. C'est pour lutter évidemment contre le dérèglement climatique. Et on a ce qui est prévu, c'est pour 2025, donc très bientôt, la disparition de ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Donc passoires énergétiques, c'est facile, c'est les F et les G. C'est tout en bas, c'est quand on consomme beaucoup d'électricité ou beaucoup de chauffage et qu'on a froid des fois dans son logement. Ensuite, il est prévu pour 2050 un parc totalement BBC. Donc BBC, c'est le haut, c'est A et c'est B. Donc le problème, c'est, vous avez bien entendu... réaliste. Justement, je vais vous démontrer que ça pose quand même un sacré problème. Alors les besoins, quels sont les besoins par rapport à ça? On a 7,4 millions passoires thermiques aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure de 26 millions de logements. Il y a le parc public à l'intérieur. Donc on a 20 millions de logements privés. 7,4 millions sont des passoires énergétiques. Donc c'est énorme. Et pour ce qui nous concerne, nous particulièrement Solia, on est sur 3,7 millions passoires thermiques occupées donc par des ménages qui ont peu de moyens. Donc a priori, c'est ça qui est le plus difficile. On est d'accord à faire. Dans ces 3,7 millions, j'ai 1,5 million propriétaires occupants, parce qu'on peut être propriétaire occupant de son logement, mais être pauvre, et avoir des travaux à faire parce que son logement n'est pas confortable. Et j'ai le reste, 1,7 million en locataires. Pour les propriétaires occupants, donc j'ai 1,5 million et j'ai un objectif dans le plan de rénovation énergétique qui a été adopté il y a très peu de temps, de 150 000 par an. Donc 150 000 par an sur 10 ans, ça me fait 1,5 million. Donc normalement, en 10 ans, je vais éradiquer le parc FG des propriétaires occupants. D'accord? C'est ça. Alors déjà, on voit qu'on n'est pas en 2025, on est un petit peu plus lointain, on doit être en 2028 si je ne me trompe pas. D'accord? Et dans ces 150 000 à réaliser par an, j'ai 75 000 à réaliser avec des aides à la pierre. C'est les aides de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Il y a aussi les aides des collectivités territoriales, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont quand même importantes. On a aussi des aides d'autres aides, comme les caisses de retraite, qui vont s'ajouter. Donc sur les 75 000 ANA par an, donc 750 000 en 10 ans, on peut dire que bon an, mal an, on va y arriver. On peut discuter de tas de choses, mais a priori, ça, on peut le faire. Après, j'ai 750 000 qui doivent être atteints, avec d'autres aides, c'est les certificats d'économie d'énergie. J'imagine que tout le monde a entendu parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est le droit de polluer des énergéticiens. Donc ils vont payer de l'amélioration de l'habitat dans vos logements, et c'est doublé quand les gens sont très modestes. Il y a également le CITE, c'est un crédit d'impôt. Le problème du crédit d'impôt, évidemment, pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est pas très intéressant parce que ça arrive après, alors que les gens qui n'ont pas d'argent ont besoin d'argent tout de suite, donc plutôt d'aide à la pierre. Donc ça, c'est toute la discussion sur le type d'aide qu'il faut selon le segment de population, selon la cible qu'on a. Voilà, donc ces 75 000, le problème des 75 000 OD et 750 000, c'est tout simplement compliqué parce qu'on ne peut pas le suivre aujourd'hui et l'évaluer. On n'a pas d'outils. Alors, dans la loi Elan, il est prévu le carnet numérique, mais le temps qu'il se mette en place, ça va être long. Le carnet numérique, ça veut dire que chaque fois qu'un propriétaire occupant va faire des travaux, il va devoir l'enregistrer pour qu'on ait une traçabilité dans le temps pour aller vers le BBC, l'éradication des passoires thermiques. D'accord ? Donc on voit 750 000 ANA possibles, 750 000 avec les autres outils, difficiles, assez improbables, problème pour suivre ça et pour voir si ça se réalise.
là où il y a vraiment un souci, un angle mort vraiment important, c'est pour les locataires. Parce que les locataires, donc c'est l'1,7 million dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il faut éradiquer d'ici 2025, eh bien, il n'y a pas d'outils spécifiques. Or, 45% des locataires occupent un logement énergivore. Donc c'est quand même énorme. Et non seulement ils ont les charges, mais ils ont aussi les loyers. Donc ils ont quand même un problème de taux d'effort, Michel Mouillard, tu l'as dit tout à l'heure, qui est quand même relativement important et qui augmente. Et là, on n'a pas d'outils particuliers, enfin, les outils que j'ai parlé tout à l'heure, mais qui ne sont pas utilisés du tout simplement parce que c'est au propriétaire bailleur de faire les travaux. Et pourquoi le propriétaire bailleur ferait les travaux alors que ça va bénéficier aux locataires? Donc on voit dès le départ, c'est un petit peu compliqué. Donc par rapport à ça, nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement, il y a eu dans la loi Transition énergétique croissance verte, il y a un décret d'essence, et elle prévoit que dans le cadre du décret d'essence, il y a un indicateur de performance énergétique. Ça veut dire, par exemple, vous êtes locataire, vous occupez un logement que vous considérez comme indécent, il est humide, on peut aller voir la CAF. La CAF va mettre en place un diagnostic. Selon le diagnostic, l'APL qui est versée au propriétaire bailleur va être consignée jusqu'au moment où les travaux sont faits. Je ne sais pas si je suis clair, j'espère. Et après, pour la décence et pour l'indicateur de performance énergétique, on peut très bien dire que tout simplement les logements F et G ne sont pas à mettre sur le marché. Tout simplement. Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'après, on se dit il va y avoir une fuite de logements, il n'y aura pas assez de logements. Et à Paris, ils trouveront preneur de toute façon. Pardon ? Ils trouveront preneur de toute façon. Alors, en zone tendue, oui, c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que le propriétaire bailleur a sans doute à rendre son logement compétitif dans les zones détendues, mais en zone tendue, à Paris ou peut-être à Bayonne ou à Biarritz, j'imagine qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts. Non, vous croyez que c'est réaliste comme scénario ? Écoutez, à un moment donné, c'est la loi, si vous voulez. C'est-à-dire, soit le législateur a voté des lois qu'on ne peut pas mettre en place, c'est possible, hein, ça arrive, je crois que c'est déjà arrivé, mais ça, c'est ennuyeux. Donc là, c'est un problème de cohérence globale des politiques, des outils et des objectifs qu'on se fixe. C'est ça qui est, de mon point de vue, assez intéressant. Et après, selon les segments de population, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fiscal, vous allez le mettre pour les couches moyennes, les aides à la pierre pour les gens en difficulté financière. Vous avez un cocktail à faire. Puis vous avez les prêts aussi qui peuvent être chaînés là-dessus. Mais on va retomber, on parlait tout à l'heure de l'APL accession, mais moi, je vais retomber sur l'APL travaux. Et si j'ai un gros chantier de précarité énergétique, je vais avoir une aide de l'ANA relativement importante, mais je vais avoir, pour boucler mon plan de financement, à recourir à un prêt. Mais si je n'ai pas l'APL derrière, je ne pourrai pas rembourser mon prêt. Donc je suis en panne sur cette affaire-là. Donc on voit bien qu'il faut, par rapport à une loi, par rapport à des objectifs d'intérêt général, bien cibler les différents outils selon les types de population et de logements dans lesquels ils vivent. Ce qu'on voit, c'est cette équation-là qu'il faut résoudre. Il y a beaucoup d'outils, c'est pas forcément lisible, parce que alors c'est une manque peut-être. Alors on est bien d'accord, c'est même illisible, hein, il faut quand même le dire. Personne n'y comprend rien du tout. Alors moi, la directrice générale de l'ANA, quand on lui dit ça, parce qu'on simplifie beaucoup, on digitalise, etc. Sauf qu'il y a de multiples financeurs, hein, donc chaque fois il faut faire des dossiers différents, des montages différents, etc. Donc ce qu'on avait demandé il y a bien longtemps, c'était un dossier unique, le même dossier. Facile, on vise les mêmes objectifs. Mais ça, c'est impossible, personne ne veut le faire, parce que chacun est sur son domaine, chacun a ses logiciels, et voilà. Et ça dépend pas du même ministère. Et ça fait des années qu'on en est là. Hein. Et ça dépend pas du même ministère, c'est ça ? C'est pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a les politiques d'État, mais vous avez les politiques des collectivités territoriales, vous avez les politiques des caisses de retraite, vous avez etc., etc., etc. Parce que nous, les financeurs, en général, il y en a 4-5 par chantier. Donc les aides existent, mais il manque peut-être juste... Alors nous, on est considérés comme des absorbeurs de difficultés. Voilà. C'est notre absorbeur travail. d'humidité, absorbeur de difficultés. Oui. Voilà, c'est à nous de faire le job, c'est-à-dire, mais c'est vrai, ça, je comprends c'est notre technicité, c'est notre valeur ajoutée a priori. Bah oui. Voilà, donc c'est tout ce débat qui est intéressant et en fait c'est de l'ingénierie financière, si vous voulez, adaptée par rapport à des objectifs d'intérêt général et des politiques. Merci. Parfait, merci beaucoup. Marilia Mendes, on va parler maintenant des ménages qui sont quand même au bout de la chaîne et qui habitent ces logements au cœur de la chaîne. Donc vous êtes coordinatrice du pôle habitat de l'Union nationale des associations familiales. Alors est-ce que ces aides, elles sont efficaces et utiles pour les ménages ? Est-ce qu'ils y voient clair ? Alors,
En ce qui concerne les aides personnelles au logement, oui, elles sont efficaces, mais je vais essayer de vous le démontrer rapidement. Mais avant de parler justement, est-ce qu'elles sont efficaces, j'aimerais insister sur qui sont ces ménages et ces familles. Avoir des chiffres en tête, je crois que c'est extrêmement important pour tout le monde. Lorsqu'on parle des aides personnelles, lorsqu'on veut les diminuer, lorsqu'on veut les réformer, il faut savoir qui sont les familles qui sont derrière. Oui, c'est pas qu'un budget, c'est qui sont les familles, quelles sont leurs ressources. Alors, je vais aller très vite au niveau des chiffres, mais vous avez 6,5 millions d'allocataires. Dans ces allocataires, vous avez 2,9 millions de familles. Et au total, si on prend l'ensemble des personnes qui bénéficient de ces aides, il y a 13 millions de personnes qui bénéficient de ces aides personnelles au logement. Autre chiffre très important, donc ça c'est le nombre, c'est 60% des allocataires aujourd'hui ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Donc vous voyez déjà que 60%, alors je parle des ménages hors, je ne parle pas des étudiants ni des accédants à la propriété, accédants à la propriété, les revenus sont un petit peu plus élevés. Et puis un autre chiffre extrêmement important, c'est que à quel moment on n'a plus d'aide ? Pour une famille avec 2 enfants, lorsqu'elle a un revenu supérieur à 2 SMIC, elle n'a plus d'aide. Et une personne seule, lorsqu'elle a un revenu inférieur à 1 SMIC, elle n'a plus d'aide. Donc on parle vraiment des ménages les plus modestes de la population. Donc ça, je pense qu'on oublie, on dit qu'il faut faire des économies, il faut faire partir les plus riches. Voilà, les plus riches, c'est 2 SMIC, 2 enfants. Donc vraiment, c'est très important. Et puis derrière, il y a des situations multiples. Qui sont derrière ces aides ? Il y a des personnes seules, des personnes âgées, il y a des familles, il y a des étudiants, il y a des familles avec enfants, des familles monoparentales, enfin des situations multiples. Vous avez aussi une diversité en fonction des territoires, puisque l'aide, elle est versée sur tous les territoires. Et elle est versée pour ces familles donc, qui ont du mal à payer leurs dépenses logement, tant dans le parc locatif privé, dans le parc locatif social, mais aussi dans l'accession à la propriété. Et on regrette que cette aide ait été supprimée pour les nouveaux accédants à la propriété. L'objectif donc, de ces aides, c'est quoi ? On considère qu'il y a des ménages qui ont des revenus trop faibles pour pouvoir payer leurs dépenses de logement. Donc l'État, par cette aide personnelle, va venir les aider à payer cette dépense. Et loyer plus charge, évidemment. Et puis on devrait, si on était logique, l'étendre, comme il a été dit ce matin, au transport, etc. Parce que les charges, c'est les charges liées au logement. Et on va voir que les charges, ce n'est pas la totalité des charges. Ensuite, c'est une dépense particulière. Le logement. Le logement est un bien particulier. Ça a été dit, c'est un bien vital, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est une dépense particulière, donc qui appelle une aide particulière, des actions particulières. Et les aides personnelles au logement sont importantes, justement, parce que la dépense logement, c'est la première dépense du budget d'une famille. Première dépense du budget d'une famille sur une dépense contrainte. Elle n'a aucune prise, la famille, sur le prix de son loyer. Donc c'est une dépense qui est contrainte. Donc c'est important, donc cette aide doit être aidée. Maintenant, est-ce que c'est efficace ? Alors déjà, très rapidement, parce que c'est effectivement une aide qui est calculée avec plein de paramètres qui sont extrêmement compliqués, mais juste pour vous dire comment cette aide est calculée très rapidement. Elle est calculée en fonction des revenus des ménages. On vient de voir quels sont les seuils de revenus. Ensuite, en fonction de la situation familiale, donc le nombre de personnes à charge. Ensuite, le montant du loyer payé par le ménage. Mais là encore, ce n'est pas le loyer réel, c'est le loyer dans la limite d'un plafond. Donc on voit que ces plafonds sont de plus en plus déconnectés de la réalité. Et puis les charges, mais sous forme d'un forfait. Alors pour vous donner un titre d'exemple, le forfait de charge qui est pris en compte pour le calcul des aides au logement, c'est 54 € pour une personne. Donc on voit bien que c'est très déconnecté de la réalité. Et puis le loyer réel, si je prends pour une famille, pour une personne seule, c'est à peine 300 € en Île-de-France et c'est 240 € ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très déconnecté de la réalité. Ensuite, et puis cette aide, vous voyez, plus les revenus augmentent, plus l'aide diminue.
Et plus le nombre de personnes à charge augmente, plus l'aide augmente. Vous voyez que c'est mécanique. Donc les 18 milliards aujourd'hui dont on a parlé tout à l'heure, on dit, oh là là, on disait inflationniste tout à l'heure, mais s'il y a autant de ménages aujourd'hui qui touchent cette aide, c'est parce qu'il y a de plus en plus de ménages qui sont très pauvres. Donc plus vous êtes pauvre, plus l'aide va être importante par ménage. Donc du coup, ça fait exploser les aides personnelles au logement. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont voulu faire des économies, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont réduit petit à petit le seuil, le revenu qui permet d'avoir accès à ces aides au logement. Je répète, 2 SMIC, 2 enfants. Donc c'est des seuils qui sont très bas. Donc ça, c'est vraiment pour que vous ayez tous ces chiffres bien en tête. Je pense que c'est important, quand on décide de réformer une aide aussi importante, de savoir de quoi on parle. Ensuite, vous parliez, est-ce que c'est une force ? Alors pour nous, oui, c'est la prestation sociale la plus redistributive. Et elle permet de réduire les inégalités d'accès au logement, donc pour ces ménages, et aussi de se maintenir dans ce logement, parce qu'il y a l'accès, mais il y a aussi le maintien lorsqu'arrivent des accidents de la vie, puisque cette aide, elle va s'adapter en fonction des transformations de la famille. Elle va s'adapter en fonction de l'augmentation des revenus et de la baisse. Donc si vos revenus augmentent, de fait, vous sortirez du dispositif, et si vos revenus baissent, l'aide, elle va s'ajuster. Alors il y a une critique sur la rapidité. Elle n'est pas en temps réel, l'adaptation. De l'adaptation, oui, il y a une critique qui est faite, mais bon, c'est aussi une phase. Enfin, voilà, on pourra y revenir tout à l'heure. Et donc, tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, elle permet à 6,5 millions de ménages les plus pauvres de pouvoir se loger. Donc, c'est une aide extrêmement importante. Maintenant, elle est réactive. Pour nous, elle est réactive. C'est un filet de sécurité contre les accidents de la vie, puisqu'elle s'adapte aux revenus et à la composition familiale, puisque lorsque le nombre de personnes augmente, l'aide va augmenter, etc. Donc, voilà, pour nous, c'est une force. Alors, une autre force de cette aide, c'est son caractère, ce qu'on appelle son caractère dédié. C'est-à-dire que c'est une aide qui vient compenser une dépense. Une dépense, on estime qu'une famille qui a, en fonction de sa composition familiale et de son revenu, on estime que son taux d'effort est trop important, eh bien l'aide personnelle vient compenser cette dépense trop importante. Donc c'est une aide extrêmement redistributive, et c'est la colonne vertébrale du dispositif, c'est vraiment le fait que ce soit une aide dédiée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des tentatives de la noyer dans une aide unique, comme disait tout à l'heure Michel Mouillard. Ensuite, au niveau des faiblesses, on peut en parler au niveau de faiblesses, c'est que il est difficile aujourd'hui de maintenir le caractère solvabilisateur de ces aides, puisque les loyers augmentent plus vite et les charges augmentent plus vite que n'augmente la dépense prise en compte pour le calcul des aides au logement. Il y a eu des sous-actualisations. Et les loyers, si on reprend les loyers pris en compte pour le calcul des aides au logement aujourd'hui, dans le parc privé, ces loyers sont supérieurs. Pour 90% des ménages aujourd'hui, les loyers pris en compte pour le calcul des aides au logement sont supérieurs au loyer réel qu'ils payent. Dans le logement social, c'est 50%, c'est-à-dire que 50% des loyers payés par les ménages sont supérieurs au loyer qui est pris en compte pour le calcul des aides. Donc vous voyez qu'il y a une déconnexion entre la dépense des ménages et la dépense réelle des ménages et la dépense prise en compte pour le calcul des aides personnelles au logement. Et cette déconnexion, elle est de plus en plus importante du fait des non-revalorisations. Enfin, je ne vais pas être je ne vais pas vous embêter avec tous ces chiffres-là, mais en tout cas, il y a une déconnexion. Ce qui plaide pour une réforme et laquelle ? Une révision de ce système de calcul, du coup. Il y a la question de la temporalité, de l'adaptation de l'aide, des aides déconnectées de la réalité. Oui, mais leur mauvaise réputation, elle vient. On dit souvent que ces aides sont inflationnistes. Donc, comme elles sont inflationnistes, noyons-la. Enfin, ne faisons plus une aide dédiée parce qu'elle fait augmenter les loyers. Mais c'est pas parce que vous allez baisser les loyers
Enfin, c'est pas parce que vous L'aide. allez baisser l'aide que les loyers ne vont pas continuer à augmenter. Qu'est-ce qu'il C'est- faudrait faire aujourd'hui pour optimiser tout ça? Pour optimiser tout ça, c'est qu'il faut vraiment raisonner aujourd'hui en temps de taux d'effort réel des ménages, taux d'effort par rapport à la dépense réelle, et pas que ça serve de prétexte à noyer cette aide dans une aide unique dont parlait tout à l'heure Michel Mouillard. Parce que si c'est complètement déconnecté du logement, voilà, c'est une aide unique. Et là, c'est une aide en plus qui est versée en tiers payant. Donc il y a un différentiel qui reste pour le ménage. Si vous supprimez cette aide dédiée, vous n'aurez plus cette stabilisation de la famille. Donc comment vous voulez que des familles avec des revenus très faibles, je rappelle que c'est 2 SMIC, 2 enfants, et qu'en dessous d'un SMIC, vous n'avez plus d'aide, et que 60% des bénéficiaires, ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc si vous touchez à cette aide et que vous la noyez dans une aide unique complètement déconnectée de la réalité, déjà vous n'aurez plus de prise pour pouvoir l'augmenter, pour pouvoir étudier vraiment l'évolution du taux d'effort des ménages, si vous la noyez dans une aide unique. Donc, on plaide effectivement pour que cette aide reste une aide déconnectée Des autres aides sociales. Ouais. Des autres aides, effectivement. Alors, il nous reste 2-3 minutes. Avant de nous quitter, j'aimerais bien faire un tour de table et demander à chacun s'il y avait une ou deux mesures à prendre tout de suite pour que ce soit mieux. Qui veut démarrer ? Au niveau de la rénovation. C'est tout simplement le décret d'essence avec l'indicateur de performance énergétique pour les locataires, avoir un levier d'amélioration des logements. Et deuxièmement, sans doute de l'info et de la campagne de com, parce que les gens ne sont pas au courant des aides pour améliorer les logements. Donc les aides existent, mais on ne le sait pas. Ouais, exactement. Et le dossier unique, peut-être. Un dossier unique pour tout le monde, comme ça on va beaucoup plus vite. Simplifier les choses. On demandera au prochain ministre de s'en occuper. Marilia ? Pour moi, c'est préserver le caractère d'une aide dédiée d'une aide personnelle dédiée à une dépense essentielle pour les familles. Donc, si vous la noyez dans un revenu unique, vous allez avoir une augmentation des impayés de loyer. Vous aurez plus de prise sur ce bien aussi essentiel et de garantir ce bien aussi essentiel que sont les aides personnelles au logement. Alexandra. Moi, très simplement, je dirais que sans anticipation ni participation des professionnels, rien ne se fera de manière efficace et durable. Donc, profitons du débat que vous avez eu la gentillesse d'organiser pour commencer un temps, non pas de respiration, mais de concertation et de proposition. Merci. Dominique Duban ? Oui, elles m'ont enlevé la proposition. On peut dire qu'elle est Vous commune. pouvez la redire autrement, en fait. J'ajouterai effectivement sur les niveaux territoriaux, là où se trouvent des solutions concrètes. Le deuxième élément, j'en reviens effectivement à peut-être pour schématiser, d'envisager une nouvelle opération de rénovation urbaine, mais sur les centres-villes et sur les villes moyennes, qui peuvent être un équilibre dans l'aménagement du territoire. Alors c'est une politique beaucoup plus large. Il y a une grande agence qui s'appellerait peut-être France Territoire qui va sûrement s'en charger. Oui, enfin je me méfie toujours des mastodontes, mais en tout cas qui ait surtout les moyens et les processus à mettre en œuvre au niveau des territoires. Benoît Cattel. C'est construire une politique permettant l'accession à la propriété des jeunes qui le souhaiteraient. Politique, sa deuxième demande, ciblée sur durable. Le mot d'actualité. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Alors, vous pourrez poser vos questions à la fin de la deuxième table ronde.